Born Podcast. Avant qu'on parle du Kenya, Baptiste Couder m'a dit qu'il fallait absolument que tu me racontes une anecdote sur le marathon de la viande. Il paraît qu'elle est succulente. Je n'ai pas cherché à savoir exprès. Tu peux la raconter ou pas? Faut pas que je cite de nom. En 2014, bon, après ça sera facile à retrouver, mais en 2014, il y a eu les championnats d'Europe à Zurich. Et donc il y avait des équipes. Il y avait donc 5 ou 6 athlètes par sexe. Et on part de l'hôtel, il y avait un bus qui nous amenait. C'était pas au stade, hein, le marathon, ça se faisait départ au bord du lac là. Et donc on part, et puis d'un coup il y a un coach perso, hein, pas un coach qui était à l'encadrement, qui dit « Ouais, j'ai oublié quelque chose ». Et je dis « Nous, à 7h, on part, c'était pas là, on s'en va ». Bon, on part, le coach n'est pas revenu, bon, pas de problème. Tout le monde s'échauffe, et on rentre dans la chambre d'appel, dans la pré-chambre d'appel, parce que nous, on n'a pas le droit de rentrer dans la chambre d'appel, mais il y avait des tentes d'équipe, et donc dans les tentes d'équipe, on était à 10 mètres de l'entrée de la chambre d'appel. Donc les athlètes étaient quasi prêts, et il y a un coach qui arrive avec du papier de boucher. Oui. Le papier cellophane, il ouvre le papier, donc moi j'étais avec le médecin, on regarde ça, il y avait 2 escalopes, mais des vraies escalopes de veau quoi. Belle tranche. Et je dis mais qu'est-ce qu'il fout avec ça? Et d'un coup il prend les chaussures de l'athlète, il enlève les semelles et il met les escalopes à la place des semelles. Et la fille elle rentre dans la chambre d'appel et elle a fait son marathon en courant sur des semelles en escalope quoi. Ah bon? Bon, elle a abandonné parce qu'elle avait des problèmes de mollet, mais je sais pas si c'est. Mais je sais pas si. Mais comment on peut réagir? Nous on s'est toujours posé la question avec le médecin, on s'est dit mais tu réagis, la fille elle rentre dans la chambre d'appel, tu lui casses son mental parce que le coach il l'a dit, elle avait jamais essayé ça de sa vie. Putain. Mais attends, mais je crois que j'ai déjà entendu ça. C'est pas les danseuses classiques qui mettaient ça au bout des Ouais, pointes? les footballeurs avant, ils mettaient des bouts de viande. Ah ouais, il me semble bien, ouais. Ou les rugbyman pour les tirs, Voilà, parce qu'avant ils tiraient avec le bout de la chaussure. mais bon, c'est un truc improbable. Mais on a été comme de rond de flanc avec le médecin, on n'a pas su réagir. Il aurait fallu interdire ce truc-là. Ouais. Mais comme quoi, si tu veux, il y a des gens, bon là, C'est complètement irrationnel. Ouais. bon, voilà. Donc je ne citerai pas de nom, mais bon, c'est une athlète qui a participé au championnat d'Europe en 2014. Ok. Bon, le Kenya. Ouais. Aujourd'hui, tu vis comment 6 mois dans l'année? En fait, pour l'instant, et j'ai pas de statut particulier, statut de résident. Donc je suis touriste quand j'y vais. Donc les visas de touriste, c'est 3 mois. Quoi, c'est pas des visas, c'est des ETA, des enregistrements électroniques. Donc j'y vais pas plus de 3 mois de suite. D'accord. Et donc là, je suis parti du 1er septembre au 21 novembre. Je suis rentré pour les fêtes. Donc là, je suis 5 semaines en stage sur Clermont. Et je repars 2 mois, janvier-février. Après, je ne sais pas comment je ferai. Mais bon, il y a beaucoup d'athlètes l'hiver au Kenya. Parce qu'en fait, c'est un spot qu'on utilise beaucoup l'hiver, du fait que la météo elle est favorable. Il n'y a pas de spot d'altitude en Europe. Ouais. Donc l'été, les gens vont à Font-Romeu, les gens vont à Saint-Moritz ou en Espagne. Et donc j'irai plus l'hiver, puis c'est plus agréable. Même si, contrairement à l'imaginaire, c'est pas, nous on n'est pas dans une région où c'est très chaud, oui. Parce qu'on est à 2300 mètres d'altitude. Ouais. Donc il fait frais le soir, frais le matin, mais il fait jamais froid. Il n'y a pas de chauffage dans la maison, par exemple. Mais t'as pas vocation à y être résident, à demander la nationalité et tout? Non? On verra. Pour l'instant, j'ai pas peut-être le statut de résident parce que ça permettrait une facilité pour les déplacements. Mais pour l'instant, j'ai pas. J'attends. Je suis en train de construire une maison, donc j'attends que la maison soit finie. Quand tout sera bien calé,
je verrai s'il faut que je me marie avec mon amie kenyenne ou pas, pour des raisons administratives. Ouais. Si je demande la nationalité, bon, je n'ai pas l'intention de devenir je suis français. Voilà. Et pourquoi cet amour Qu'est-ce qui t'a Alors, plu en fait, tout de suite j'ai eu la chance d'entraîner depuis 2002, 2001, des athlètes d'origine kenyane. Alors, il y a Margaret Mori, James Story, Simon Monyoto, Martha Komu. Eux, ils voulaient faire leur stage de préparation au Kenya. Ok. Ils étaient devenus français, mais ils connaissaient le Kenya, et bon, pour diverses raisons, ils voulaient voir la famille. Et donc j'ai appris à apprécier ces lieux d'entraînement. Et je considère que l'altitude dans laquelle... il y a 2 grands lieux que je connais. Au départ, c'était à Nyahururu, c'est-à-dire à l'est de la Rift Valley, et maintenant on va sur Iten, qui est à l'ouest de la Rift Valley, mais qui est à la même altitude, 2300-2400 mètres. Et donc, je pense que c'est la meilleure altitude pour l'entraînement. D'autre part, il y a toujours des groupes d'entraînement, donc il y a toujours du monde. Et puis, il y a toujours une météo qui te permet de bien t'entraîner. Donc je pense que l'hiver, c'est le meilleur endroit pour faire une préparation longue, aérobie, pour les cours de demi-fond. Donc moi j'y étais une quarantaine de fois depuis 2001. La première fois que j'y étais, c'était en 2001. La première fois que j'y étais, petite anecdote, donc, j'étais avec Margaret Mori. En 3 semaines de stage, j'ai eu un blanc. Hormis anaérobie, mais j'ai eu un blanc, le mec qui était à côté de moi au cybercafé. Et donc bon, voilà, c'est bien des paysans. Non, ouais. Alors, ouais, alors à Iten, c'est vraiment un endroit où il y a plein d'Européens qui viennent, surtout l'hiver. Et bon, là pour l'instant, j'ai été plus rarement l'été. On avait fait une préparation avec James Story un été là-bas, quand il avait préparé le championnat d'Europe à Barcelone. Mais globalement, on y va plutôt l'hiver. J'ai fait surtout des préparations soit pour le cross, soit pour les marathons. Et l'année dernière, on a fait une préparation avec Charlotte Dumas où j'avais jamais testé le fait de faire la prépa et de rentrer tout de suite pour des compètes de piste courtes. Ouais. Elle bat son record l'hiver, elle fait le championnat d'Europe en salle l'hiver. Donc ça avait bien fonctionné. On va essayer de renouveler ça cette année. Et donc il y a moyen de préparer des épreuves courtes, malgré le fait que les pistes c'est un peu compliqué. Je pense que c'est une bonne option aussi, quoi. Mais l'athlé, enfin la préparation, ça suffit pas à y faire construire une maison. Il y a quelque chose qui te plaît vraiment, la culture. Culturellement, c'est extraordinaire. Si tu veux, c'est un pays, c'est pas un pays pauvre, le Kenya. Il y a des pays bien plus pauvres que ça dans le monde, mais c'est des gens, le niveau moyen, le salaire moyen à Iten, c'est 100 € par mois. Les mecs qui bossent 50 heures par semaine, ils gagnent 100 €. Donc forcément, toi, quand tu arrives avec ton salaire de blanc, tu te dis... mais les gens, ils ont le sourire tout le temps. Les gamins, ils ont rien, ils n'ont pas de Game Boy, pas de machin. Ils s'amusent avec un pneu de vélo et un bout de bois. Ils rigolent tout le temps, ils viennent te voir. Et alors le truc qui est super au Kenya, c'est qu'ils font leur éducation à moitié en anglais. Ouais. Donc tous les Kenyans parlent anglais. Donc pour la communication, c'est top. Tu t'es perdu au milieu de nulle part, tu appelles le paysan te répond en anglais, c'est pas un problème. Et donc c'est des gens qui sont très communicatifs, et donc culturellement à chaque fois. Bon, nous on a fait avec Patrick en particulier, on a fait plein de stages où on amène des jeunes et ils voient, et quand tu rentres, t'es complètement transformé. Ouais. Tu te dis, putain, on a 50 000 affaires de trop ici. Toi, ça t'a changé, ça, d'un point de vue matérialiste et tout? Moi, j'ai été éduqué par mon père, il faut tout garder, ça peut servir. À l'Auvergnat. Ouais. À l'Auvergnat. Et donc, je peux pas dire que ça m'ait changé, mais humainement parlant, c'est quand même un pays qui mérite vraiment qu'on aille là-bas, quoi. Ouais. Tu en as parlé un peu au début.
Est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre les athlètes kenyans, je ne veux pas dire africains, parce que c'est quand même grand, kenyans et européens? Tu disais cette mentalité à partir avant, moins calculateur. Ouais, alors ils ont... Il y a un point qui est très important au Kenya, c'est qu'ils sont fatalistes. C'est-à-dire, je vais te raconter 2 anecdotes. Une année, on était, c'était au début, on était à Nyaroro, il y avait le frère de Martin Komu, qui était Francis Komu, c'est un gars qui a gagné Paris-Versailles, donc c'était un bon coureur. Sa femme était enceinte. Bon, voilà, je reviens 6 mois après, je dis alors, le bébé, il va bien? Oh, il est mort. Je dis merde, putain, j'ai fait une connerie, quoi. Il dit, oh, mais non, c'est comme ça, hein, on en fera un autre. Ouais. Ça devait arriver. C'est Dieu a décidé. Pardon, je rigole, mais... Dieu a décidé que c'était comme ça. Donc, le deuxième exemple, c'est ils font une compète. Ils font une compète, ils sont pas bons. Bah, ils sont déçus. Le soir, ils reminent. Le lendemain, c'est fini. Ouais. Nous, en Europe, le mec, 15 jours après, putain, qu'est-ce que j'ai fait de mal Eux, c'est fini. Le lendemain, c'est fini. Ils passent à autre chose. Ça, c'est un point fort. Bah, pour eux, c'est un point fort. Ouais. Parce qu'ils ils se prennent jamais la tête. Et donc, il y a cet aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est que, par exemple, tu montres une grille des prix à un coureur kenyan, ils regardent combien gagne le premier. Ils ne regardent pas combien gagne le 10e. Okay. Ils veulent tous aller à la course pour gagner. Ouais. Ils n'imaginent pas de faire 8e. Et donc, ils partent tous pour gagner. Donc, et jusqu'au moment où, bah, forcément, il y en a qui sont meilleurs qu'eux et ils craquent. Mais ils n'ont pas de gestion comme on peut l'imaginer. Alors ça peut évoluer parce qu'il y a beaucoup de coachs européens quand même qui entraînent des Kenyans et en particulier des bons et des bonnes. Et donc ça peut évoluer. Mais et bon, c'est le mix des deux cultures qui fera des super athlètes? C'est possible, ouais. C'est possible. Mais bon, ils sont quand même très ancrés dans entraînement dur le matin, entraînement facile l'après-midi. Donc ça, c'est compliqué de les faire changer. Par exemple, leur faire du double seuil, c'est pas si simple que ça. Ouais. Et puis, ils ont un gros souci avec les boissons, l'alimentation. Parce que eux, ils font tous les entraînements le matin dur, mais ils font tout à jeun. Ouais. Donc quand ils se font une sortie longue de 35 bornes, et puis à la sortie, ils prennent quasiment rien pendant tout le trajet, quoi. Donc ça, c'est en train d'évoluer, mais c'est pas simple, parce que c'est culturel, quoi. Ouais. Et toute la vallée du Rift, là, ils dominent les courses de fond long. Où est-ce que tu mets le curseur entre l'inné et l'acquis? Bah, en fait, il y a plusieurs points qui sont importants. Ouais. C'est ils ont une alimentation qui est très saine au Kenya. Ouais. Il n'y a pas de sucre. À part dans le thé, ils ont une boisson, c'est du thé au lait. Parce que l'eau, elle n'est pas super propre. Donc en fait, ils mettent du lait, ils mettent des sachets de thé et ils boivent de sucre. C'est le seul endroit où il y a du sucre. Il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de... Ils boivent pas mal de coca, non? De soda, non? Ouais, quand ils ont les moyens, au lieu d'acheter de l'eau, ils achètent du soda. Ouais. Parce que c'est le même prix. Mais ça, c'est pour les gens qui ne s'entraînent pas. Les gens qui s'entraînent, ils prennent... voilà. Et après, par contre, tu t'organises, tu invites des athlètes, ils vont prendre un soda, quoi. Hein. Ouais. Mais l'alimentation est très bonne, est très saine. Et ils ont un point dans l'alimentation, c'est l'ugali. C'est une polenta de maïs. Alors ça, c'est culturel chez eux. Moi, j'ai eu régulièrement des Kenyans qui étaient à la maison. Une fois, il y a 2 Kenyans qui viennent. C'était Alexis qui les avait invités. Je vais les chercher à l'aéroport à Roissy. Putain, j'avais pas de Noël, j'avais pas de téléphone. Ils n'avaient plus de téléphone quand ils étaient arrivés en France. Je les vois débarquer. Putain, ils étaient 2. Ils avaient un petit sac à roulettes. Je dis merde, putain, ils ont pas eu leur sac. Je leur dis, votre sac n'est pas arrivé? Si. Ils avaient un sac à roulettes pour 3 mois. Et dedans, ils avaient 6 kilos de farine de maïs parce qu'il fallait qu'ils fassent l'ugali. Et ils avaient un short, une paire de chaussures. Et 2 jours après, on allait à Carré aux France de Cross.
Il a fallu les couvrir. Ils n'avaient rien. Mais voilà, l'alimentation est très saine. Donc ils ont morphologiquement, ils sont quand même taillés pour courir. Et ils ont une caractéristique qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont pas de mollet. Ouais. Mais tu regardes un Kenyan de face, tu vois le tibia, tu vois pas le mollet. Nous, le mollet il dépasse. Ah, ils sont pas galbés, ils ont des tendons très longs. Ouais. Et donc musculairement ils sont plus légers, quoi. Donc ça c'est un avantage. Donc ça c'est l'aspect morphologique. Et donc ça c'est cette partie du Kenya, les Kalenji, partie ouest de la Rift Valley. Ils sont morphologiquement très bien. Alors après, il y a un autre aspect, c'est que quand ils sont jeunes, ils n'ont pas de bagnole, ils n'ont pas de vélo, ils font tout en marche à pied, et ils font tout soit en courant, soit en marche à pied. Donc ils ont une condition physique qui très jeune. Naturellement. Voilà. Bon, moi, on avait discuté assez longuement avec Faith Kipyegon. Elle allait à l'école à 5 km, elle revenait à midi chez elle, elle faisait 20 bornes par jour. Ouais. Elle avait 6 ans, 7 ans. Alors elle faisait pas tout en courant, mais bon, tu te dis, nous, ils habitent à 300 mètres de l'école, ils y vont en voiture, quoi. Si Jimmy Gressier avait grandi au Kenya, il ferait 2h0 sur marathon aujourd'hui? Ouais, peut-être qu'il va les faire. Ouais, peut-être. Ouais. Je lui souhaite, parce que je pense qu'il peut être un bon marathonien. Là, on avait fait un stage en 2020 avec lui à Flagstaff. C'était l'année du Covid. On est parti, 15 jours après, il fermait les frontières. Mais nous, on est aux États-Unis. Donc on est resté là-bas pendant 1 mois et demi. Et pendant le stage, on a appris que les Jeux étaient décalés d'1 an et que les Europes qui étaient prévus à Paris en août étaient annulés. Putain, on a dit, là, le stage, il ne sert plus à grand-chose, quoi. Et on avait organisé un com, parce qu'il y avait à Flagstaff, il y a un com Strava. Ouais, un com Strava. Il y a Jim Wesley qui est là-bas. Ouais. Et donc il avait un com, et donc il y avait les deux jumeaux, il y avait les deux frères gras, et Jimmy Gressier, quand on tentait le com. Bon, dans les anecdotes, tu liras la revue de la fédération qui est sortie aujourd'hui. On s'est empalé dans la neige. On a failli y rester, mais y rester, hein, parce qu'on était perdus, on n'avait rien pour sortir, en reconnaissant le com. Et donc Jimmy, il avait été très fort sur un com de 33 km. Quoi. Et il l'a battu? Non, mais c'était pas lui qui l'a battu, c'est Damien Gras qui l'a battu. D'accord. Mais ils avaient tous les trois battu le com de Wesley, et qui était quand même un mec, et je pense qu'il a des vraies qualités pour être très bon sur le long, quoi. Ouais. Après... Bon, pour l'instant, il a été champion du monde du 10 000. C'est déjà pas mal, ouais. Ouais, c'est une belle réussite. Bravo à lui, mais je pense qu'à terme, il peut faire record de France du marathon, voire plus. Les Kipchoge, Kiptoum, les stars kenyanes, tu les as côtoyés? Kipchoge, je le vois régulièrement. J'ai son numéro d'ailleurs. Ouais. C'est des mecs d'une gentillesse incroyable. Ouais, comme ce qu'on dit, quoi. Ce mec, c'est une star. Il prend l'avion comme tout le monde, donc tu te retrouves avec lui dans le hall d'accueil de l'avion. Bonjour, on peut prendre une photo, ouais, pas de problème. Tous les Kenyans, ils savent qui c'est. Ouais. Ils le regardent, ils veulent pas le déranger. Mais ces mecs-là, ils sont... c'est un mec hyper dispo. Faith Kipyegon, c'est une fille charmante. Bon, Kiptoum, je ne l'ai pas connu. Mais son entraîneur, il est francophone en plus, son entraîneur. Ouais, c'est un Rwandais. Il était, oui, pardon. Puisqu'il est décédé en même temps que lui. Ouais, en fait, le coach du coach, c'est un Français qui est de Lille. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. On fantasme même peut-être pas mal sur le dopage au Kenya. T'en penses quoi? Il y en a plus qu'ailleurs ou pas? Il y en a. Forcément, hein, il y a plein de cas. En fait, les Kenyans sont très naïfs. Donc, si tu leur dis, tiens, tu prends ces 3 pilules, tu vas aller plus vite, pour eux, c'est blanc et noir, quoi. Ouais. Ils passent de 0 centime à... pour vivre au Kenya, avec 100 €, tu vis bien un mois. Donc,
si les mecs ils gagnent 10 000 € dans un marathon, t'imagines, c'est plusieurs années, ils nourrissent toute la famille. Ouais. Donc, mais que ce soit plus tentant, oui, mais est-ce que factuellement il y en a plus? ouais, parce qu'ils se rendent pas compte de l'impact que c'est, quoi. Parce que le gars qui leur fournit ça, ou le gars qui dit tiens prends ça, et il leur explique pas forcément que c'est du dopage, quoi. Ah ouais, d'accord. Et donc ils sont hyper naïfs en disant tiens c'est un complément alimentaire. Donc bon, après il y a des tu vois, tu peux aller à la pharmacie, tu achètes des produits qui sont interdits à la vente en France. Ouais. Mais ils ont fermé récemment deux pharmacies à Iten, donc pas pour rien. Ok. Donc après il y en a, mais ça coûte extrêmement cher. Ouais. Ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Donc forcément, c'est soit des trafiquants autour, parce que acheter de l'EPO, par exemple, il n'y a pas un Kenyan sur 100 qui a l'argent pour acheter de l'EPO. Ouais. Donc voilà. Mais il y en a forcément. Mais bon, moi, je suis naïf. Ça fait 25 ans que je vais au Kenya et j'ai pas un mec qui me proposait un truc de dopage. Tu n'as jamais été confronté, toi? T'as jamais vu une J'ai été seringue? confronté au dopage. Oui. Mais pour ma mission à la fédération, Oui. j'ai été confronté à ça. Mais j'ai jamais été confronté directement à un mec qui m'a proposé du dopage, ni à Font-Romeu, ni à Iten, jamais. Ouais. Jamais. Tu en as un peu parlé tout à l'heure en évoquant Charlotte Dumas. Au final, quel est ton avis sur l'attitude? C'est que pour les filières aérobie, en gros du 800 jusqu'à l'infini? C'est quoi ton regard? Ouais, alors, est-ce que ça peut présenter un intérêt pour les épreuves plus courtes? Je pense que faire un stage pour des coureurs de 400, ça pourrait être intéressant, mais avoir des bonnes conditions pour se préparer pour le 400, ce qui n'est pas le cas au Kenya. Ouais. Il n'y a pas de piste synthétique, Ok. à Iten en tout cas, pour l'instant. Ouais, après, tout ce qui est. Toutes les épreuves qui ont une part aérobie importante dans la performance, bah ouais, c'est utile. Et avec tout le recul que tu as, tu peux juste résumer rapidement les modalités? Donc au moins 3 semaines, je sais pas, au moins Ouais. 3 semaines. Quel est Alors, les points importants, c'est il faut que le stage soit suffisamment long. Parce C'est-à-dire qu'il y a une fois. Ouais, le minimum, c'est 3 semaines. Et je Ok. dirais qu'au Kenya, c'est bien de faire un mois. Mais une semaine d'acclimatation presque et 3 Voilà. semaines de... ouais, c'est 8 à 10 jours d'acclimatation au Kenya, une grosse quinzaine de jours de travail, et 4-5 jours, il faut toujours redescendre d'altitude en étant frais. Parce que Ouais. tu as l'organisme, la descente d'altitude, c'est un choc. Le voyage, c'est un choc. Donc si en plus tu rajoutes un choc d'une séance très dure juste avant de partir, ça va être trop important et tu vas pas pouvoir bien supporter ça. Deuxièmement, il faut que le voyage pour revenir, il soit bien préparé pour que ça soit pas un voyage trop long et trop fatigant. Et après, il y a 2 fenêtres importantes qui sont importantes à connaître. Tu as la première fenêtre qui est immédiatement après le retour, dans les 3-4 jours qui suivent le retour. Donc tu as une fenêtre qui est très favorable à la performance. Alors généralement, soit on place une compétition, on rentre le jeudi et on place une compétition le dimanche. Et ça fonctionne très très bien. Et ça, c'est du one shot. Par exemple, quand tu fais un grand championnat où tu es sur plusieurs jours, tu ne peux pas utiliser ce type. Ouais. Donc tu utilises la deuxième d'accord. fenêtre. La Ok. deuxième fenêtre, c'est J+15 jusqu'à un mois et demi. Ouais. Et donc, tu rentres 15 jours avant. Tu profites de la première fenêtre pour placer une compète aléatoire ou une grosse séance. Par exemple, quand tu fais un marathon, tu places ta séance test juste en redescendant. Ok. Et tu rentres au moins 15 jours avant pour profiter de la deuxième fenêtre métabolique Ouais. qui est favorable à J+15 jusqu'à un mois et demi après. Ah ouais, ok, c'est super intéressant. Ouais, tu calcules. Et donc, moi pour le marathon,
je suis plus pour pas l'utilisation de la première fenêtre. Parce que, en fait, pour le marathon, la problématique, c'est que tu cours moins vite quand tu es en altitude, forcément. Donc, tu as 1 km/h d'écart, quasiment, entre tes allures à laquelle tu vas courir ton marathon et les allures à laquelle tu t'entraînes en altitude. Donc, il est important de redescendre suffisamment tôt pour pouvoir refaire 2 séances spécifiques. Ok, c'est intéressant. Sur la première fenêtre métabolique et puis une 10 à 15 jours avant le marathon. Pour travailler vraiment les allures, quoi. Pour travailler mécaniquement à l'allure du marathon. Ah ouais, c'est intéressant. Ok. Le running est en plein boom, ça explose. On voit justement, tu disais, plein d'Européens à Iten. C'est quoi ton regard? Moi, des fois, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est presque trop. Non? C'est-à-dire que ce qui est trop, c'est que les gens, ils viennent, ils restent une semaine. Ouais. Pour tout ça, parce qu'on leur a dit, c'est super l'altitude et tout. Bon, après, c'est bien, c'est super, ils découvrent, ils voient des choses qu'ils verront jamais de leur vie. Des départs de fartlek où tu as 200 coureurs au départ. Et tu as un prêtre qui monte sur un rocher pour faire la messe, pour prier pour le groupe avant le départ, quoi, tu vois. Bon, ils sont hyper pratiquants. Protestants, catholiques, mais ils sont hyper pratiquants. Mais c'est un truc de fou, quoi. Mais ça, tu verras nulle part, c'est super. Mais par contre, il faut pas qu'ils se disent je vais aller là-bas pour améliorer mes perfs en restant une semaine, quoi. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, ça embête pas les locaux à force qu'il y ait trop de monde sur la piste. Non, mais pour eux, c'est de l'argent. Ouais. Ils amènent de l'argent. Donc le Iten, là, quand il y a eu le Covid en 2020-2021, c'était vide. Tout le monde s'est barré d'Iten parce qu'il n'y avait plus rien. Tout était fermé, tu n'avais pas le droit de courir. Ils allaient en prison, ils mettaient les mecs en prison s'ils couraient à plus de 2. Quoi. S'ils étaient 2 à courir en groupe, ils mettaient les mecs en prison. Ah ouais. Ah ouais, et puis là-bas, ça rigole pas. Les flics, ils n'ont pas d'état d'âme. Donc pour eux, c'est Iten. Bon, moi, je connais très bien Brotherkolm, qui était l'entraîneur de Roy Disha, qui est là-bas depuis 1973. Donc ça fait 50 ans qu'il est là-bas. Quand il est arrivé à Iten en 1973, il y avait une école et une église. Ouais. Et là maintenant, c'est une vraie petite ville, quoi. Ça s'est développé, ouais. Et grâce au business de la course à pied. Donc si tu veux, ça fait fonctionner tous les commerces, la bouffe, les restos. Ça fait fonctionner, il y a plein de gens qui font pacer pour des groupes d'Européens. Ouais. Et donc si tu veux, ils s'y retrouvent. J'ai une dernière question. Si dans ta carrière, tu as un regret, un petit truc que tu changerais, que tu as mal fait et qui a eu un impact important. Il y a plein de trucs qu'on a mal fait. Ben, je te dis, le plus gros regret que j'ai, c'est ne pas avoir la connaissance que j'ai tout de suite, mais l'avoir eu il y a 30 ans. Parce que j'ai entraîné des gens. Moi, je pense par exemple à un mec comme Jean-Joseph Hector. C'est un mec qui avait des qualités, mais incroyables. C'était un gars qui était à l'ASM. Il avait fait 2,22,9 en cadet. 2,22,9 au 1000 mètres en cadet. C'était, et à l'époque, on fait un test. Mais ça t'y peux rien, c'est l'évolution. Mais toi, il n'y a pas un choix que tu as mal fait que tu regrettes? Peut-être. Mais toutes les semaines, je me dis, on n'aurait pas dû faire ça. Quand un athlète se blesse, par exemple. Ouais. Alors, si j'ai une anecdote, j'ai un gars qui s'appelle Jean-Sébastien Doche, celui qui a une histoire un peu particulière. Il s'entraînait avec François Juillard, et quand François Juillard est devenu DTN, il faisait du 400 mètres. Il est venu s'entraîner avec moi. Et donc, c'est un gamin, je parle d'un gamin, maintenant il est adulte et tout, il a 2 enfants. Il a fait les championnats du monde junior en 1992 à Séoul, donc c'était un mec qui avait des qualités. Et en même temps, il était dans l'équipe de cross du lycée Blaise Pascal qui avait fait les championnats du monde scolaire de cross. Donc si tu veux, il avait des qualités vraiment bonnes. Et donc une année, on avait les interclubs à Marcombe et il bat son record au 400 mètres. Puisque c'était sa spécialité, il bat son record au 400 mètres, super. Et puis il fait le 4x100
en dernière épreuve, c'est 4x100. Il se pète sur le 4x100. J'ai regretté toute ma vie parce que je m'étais dit, est-ce qu'il va faire le 4x100 ou le 4x4 4x4, ça va être plus de fatigue, il vient de battre son record, on va le mettre sur 4x100. Mais c'était vachement plus dangereux de le mettre sur 4x100 parce que justement, il y avait ce risque de blessure. Ouais. Il s'est pété, il n'a jamais retrouvé l'évolution qu'il avait à ce moment-là. Là, vraiment, ça a été un regret. On est amis, hein, et donc ce gars-là, il a eu des études de haut niveau, et il est parti au Luxembourg, il était directeur dans Auchan au Luxembourg. Ces gamins faisaient de la clé, il est rentré à la fédération luxembourgeoise, et maintenant il est directeur de la fédération luxembourgeoise. D'accord. Et donc on se voit sur les compétitions internationales, lui il vient en tant que responsable du Luxembourg, et donc c'est un ami de longue date. Mais c'est un vrai regret que j'ai eu. Je m'en suis voulu longtemps en me disant, et toi, ça c'est t'apprends de ses erreurs. Et là maintenant, par exemple, pour les athlètes, j'entraîne des coureurs de 400, Marjorie Bessière par exemple, elle aurait le niveau de faire le 4x100 avec le club. Mais je pense que ça serait une erreur de faire un 100 mètres après le 400. Quoi. Ok. Merci beaucoup Jean-François, c'était hyper intéressant. Je te libère pour un test VMA là visiblement. Oui, on a un petit test dans 10 minutes. Appelé. Bon, merci beaucoup en tout cas. Parfait, merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. À bientôt sur Born Podcast.